La librairie est heureuse d'accueillir deux autrices de polar aujourd'hui, donc Anouk Schutterberg, qui vient nous présenter son dernier polar, La Nuit des Fous, publié aux éditions Récamier, et puis Céline Dangean, Châtiment, aux éditions Michel Lafon. Alors, toutes les deux, vous faites partie d'un collectif, les Louves du Polar. Alors, vous allez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce collectif, et puis d'abord vous présenter individuellement. Ouais. Alors Anouk par exemple. Voilà, Anouk Schutterberg, je viens de sortir La Nuit des Fous en novembre, c'est mon troisième livre. Mon premier c'était Jeu de peau, qui est un polar qui est monté un peu comme un Rubik's Cube. Vous échafaudez mille et une hypothèses, mais aucune ne sera la bonne, puisque vraiment la solution se trouve en dernier chapitre. Bestial, on était sur un cold case, sur l'enlèvement d'enfants, on est sur des mafieux, des sales personnes qui utilisent le corps humain. Donc jusqu'où on peut exploiter le corps humain pour faire du fric. Et La Nuit des Fous, la genèse de ce livre vient d'un secret, un dossier familial, voilà, qui était un peu difficile à digérer, mais du coup que j'ai transformé pour en faire un polar, puisque c'est mon genre de prédilection, c'est ce que j'aime lire et ce que j'aime écrire. Voilà, je laisse la parole à Céline. Donc Céline Dangean, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc j'écris depuis... Enfin, ma première publication remonte à 2014, je pense, ouais, c'est ça, 10 ans donc. C'était un petit polar très cruel et réaliste qui s'appelait Voulez-vous tuer avec moi ce soir? Voilà. Donc normalement vous avez une chanson en tête. Ouais. Voilà. Sinon je peux la chanter. Voulez-vous tuer avec moi ce soir? Voilà. Bon, c'était un jeu de mots. Hein, voilà, donc c'était mon premier polar. C'était pas le meilleur, en vrai. Donc si vous voulez me découvrir... non, mais c'est vrai, c'est pas le meilleur. Si vous voulez me découvrir, prenez ce que vous voulez, mais pas celui-là. D'ailleurs, peut-être n'est-il pas là. Ah, il l'a mis comme ça. On a quand même tout lu. Bon, voilà. Oui, c'est ça, il est là. Ouais. Sinon, voilà, à partir de là, après Voulez-vous tuer avec moi ce soir, j'ai changé d'éditeur et j'ai pu travailler d'une manière un peu plus performante. Et du coup, j'ai sorti une première série de 4 livres, La fille de Cali, Le cheptel, Double amnésie, Le cercle des mensonges, avec des personnages récurrents qu'on retrouve tout le long de cette quadralogie. Et à partir de Matrice, donc on change de personnage et on retrouve du coup des personnages récurrents qu'on va pouvoir suivre de Matrice à Précipice et dans Châtiment et dans le prochain qui paraîtra. Voilà, sur ma veine, je ne sais pas trop quoi dire. J'aime bien associer le lecteur à mon travail au travail des enquêteurs. Donc j'essaie de rendre mes polars les plus immersifs possibles. Le lecteur n'est pas seulement aux prises avec l'arc narratif de l'enquêteur. On n'est pas dans du pur polar avec une vision tubulaire de l'enquêteur uniquement. On a d'autres arcs narratifs. Donc le lecteur bénéficie en plus du travail d'enquête d'autres apports, il peut avoir une vue sur certains protagonistes de l'histoire et il va évidemment se demander ce qu'un tel ou un tel vient faire dans l'histoire globale, et donc ça le met le lecteur en position un petit peu de réflexion et d'assemblage. C'est un peu comme un puzzle qu'on va essayer de monter tout le long du livre, et si j'ai fait le job, il vous manquera quand même la pièce centrale vous permettant d'avoir la vue globale sur l'intrigue et sa finalité, ses coupables, voilà, selon. Voilà, en gros, quoi. Et alors pourquoi le choix de ce genre, le thriller psychologique? Tu voudrais pas... Moi, j'ai toujours été passionnée. Ouais. Alors, j'ai fait du droit, pas mal de droit pénal quand j'étais en fac. Ça nous fait un point commun. Voilà. Et j'ai toujours été passionnée. Je suis passionnée par les affaires criminelles, par le travail de la police. On fait un peu ça quand on écrit un polar, c'est-à-dire qu'on se met... il faut être extrêmement... comment dire, il faut être à la fois le tueur, à la fois la victime et à la fois le flic.
Et dans le dernier, par exemple, où il y a une vision plus psychologique des choses, on est écrivain, mais on n'est pas, policier, on n'est pas psychiatre, et donc on est obligé de se faire aussi relire par des professionnels. Le genre thriller me plaît parce que moi j'ai une plume j'aime quand ça va vite. Je trouve que le polar se prête bien à une écriture justement assez incisive et acide, et donne du rythme. Voilà. Moi j'aime j'aime mettre du rythme dans mes livres. On me dit souvent que j'ai une écriture cinématographique. C'est vrai que je ne passe pas 200 pages à décrire un environnement. Moi, en 3 lignes, vous savez exactement dans quelle scène vous êtes et quel est l'instant présent. Et je trouve qu'effectivement, voilà, le polar correspond très bien à ma façon d'écrire. Voilà. Et puis j'aime lire le polar, donc j'aime écrire le polar. Alors je vais devoir te contredire. Ah. Non, contrairement à Anouk, je vois ce qu'elle veut dire, mais il y a plusieurs littératures policières. Et il y en a qui sont très ambiancées, très lentes, très immersives et qui vont être plus proches du roman noir, en fait, social. Oui. Et où il va y avoir cette mise en condition, cette avancée très progressive et très lente dans tout un environnement. Et ça fait pourtant partie du polar. Donc après, dans le thriller, ouais, peut-être plus la question du rythme et des rebondissements et du fait que... Dans La Nuit des Fous, on est plus on est entre le roman noir et le roman policier. Donc c'est vrai que le livre démarre un peu plus lentement. Voilà. Mais parce que le piège va se fermer au fur et à mesure, donc il faut qu'on sente une ambiance poisseuse s'installer. Donc effectivement, on n'est pas toujours non plus dans le action et dans action. Le pêche. Non, ouais. Alors moi, comment je suis venu au polar? En fait, il y en avait beaucoup dans la bibliothèque de ma mère, ça aide. Et surtout, je crois que très tôt, mais bien avant de savoir lire, peut-être même, j'ai été questionné par le mal, par le fait que des gens fassent le mal. Très tôt dans mon parcours d'enfant, je me suis demandé pourquoi, par exemple dans la cour de récré, certains enfants étaient ostracisés. Alors, évidemment, je ne mettais pas ces mots là-dessus. Pourquoi on se moquait d'eux parce qu'ils avaient le pif de travers, ou parce qu'ils sentaient mauvais, ou qu'ils n'avaient pas la fringue dernière marque. C'était quelque chose qui alors je pense que j'avais un quotient empathique assez élevé. C'est la raison que je peux donner aujourd'hui avec le recul. Mais j'étais véritablement bouleversé par la méchanceté, la cruauté de mes camarades. Et j'étais loin d'être une victime moi-même. Parce que j'ai toujours su me défendre. Mais de voir ces injustices, ces moqueries, ces sarcasmes, très tôt ça m'a questionné. Je me disais, mais pourquoi Pourquoi des gens comme moi, d'autres moi, sont-ils méchants comme ça? Bon, voilà. Ça commence très tôt. Et après, c'est une question qui va m'habiter tout le long de ma vie. Je vais partir faire des études de droit. La question de la transgression, du passage à l'acte, du traitement par une société des phénomènes criminels. Comment une société juge, condamne un passage à l'acte, une transgression. Et puis après le droit, je suis parti dans des études d'éducatrice spécialisée, et donc j'ai pu travailler auprès de publics différents, tous aux prises avec des difficultés, x, y, bon voilà. Et après ça, je me suis mise à écrire. Il me fallait au moins, je pense, ce capital d'expérience pour pouvoir, personnel, intime, pour pouvoir... j'avais toujours inventé des histoires dans ma tête, j'avais toujours écrit des poèmes, des machins. J'ai retrouvé récemment, là, par hasard, un cahier de poésie. Enfin bon, j'ai toujours écrit, mais c'est différent d'écrire, de verser des trucs sur le papier comme ça, et d'écrire en se disant je vais écrire un livre dans l'idée qu'un jour il soit lu. C'est pas du tout le même exercice. Et donc moi, il a fallu que j'attende quand même un certain âge pour trouver, alors j'allais dire c'est faux, ce sera un raccourci, pour avoir suffisamment confiance, c'est faux. J'avais absolument pas confiance en moi, mais j'étais tellement malheureuse de ne pas risquer d'écrire que je n'avais plus le choix, il fallait que je le fasse, et je devais laisser le soin aux autres de dire, aux éditeurs, de dire si ce que j'écrivais valait ou pas la peine d'être édité et d'être lu, quoi. Voilà. Mais il m'a fallu beaucoup d'années pour arriver à ce stade de maturation et de lâcher prise pour me lancer et risquer d'être lu, et tant mieux, du coup, puisque ça a fonctionné. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, donc vous vivez de votre plume, ou vous avez un métier à côté Aujourd'hui, je vis de ma plume. Oui. D'accord. Ça a pris du temps. Et j'ai longtemps concilié l'écriture. Je le dis parce que pour avoir l'image... Tu
parles quand tu veux. Ah, ouais. Pour avoir l'image l'écrivain, enfin, on a tous un peu, je pense, cette espèce d'image d'Épinal du type, c'est très américain d'ailleurs, du type qui va se replier pendant 2-3 mois dans les montagnes, dans les Appalaches, puis grand succès international. Bon, c'est pas du tout ça. La vie d'écrivain, c'est une vie de crevard, en galère. Voilà. Je confirme. On gagne très peu d'argent. Je me plains pas, j'ai une réalité. Sur un bouquin qui est vendu 20 euros, l'auteur touche à peu près 2 euros. Voilà. Ben oui, mais en même temps, c'est un livre, il arrive. Tu as des meilleurs pourcentages que moi, alors. J'ai un agent, ma pauvre. Je suis en train de négocier. Après, oui, ce qui rapporte de l'argent, c'est les adaptations à la télé. Alors ça aussi, c'est une grande... Ah oui, ça c'est l'étape ultime. C'est l'étape ultime, elle fonctionne dans à peu près 5% des cas. Voilà. C'est-à-dire que là, Précipice a été optionné, les mecs ont fait le job, le producteur, ils ont envoyé ça à des chaînes, et les chaînes ont dit oui mais non en fait. Voilà. Donc vous voyez, on peut être optionné par un producteur. Comme Jeu de peau par exemple, l'option finit en juin pour une adaptation en série. Et voilà, moi c'était pareil. Je sais qu'ils bossent sur le scénar, mais bon, il y a 1% de chance que ça aboutisse. Oui, et c'est infime. Donc non, c'est pas ça qui va. Ce qui va faire gagner éventuellement de l'argent à un auteur, c'est la persévérance, c'est le fait de s'inscrire dans un métier. Et là, je sais, je casse du sublime, hein, parce que ça fait un peu tâcheron, ça, mais c'est, hélas, une des réalités. Ça n'existe pas, là, l'écrivain, que ça soit à la table d'un café, de muse comme ça, divine, qui le transcende, et d'un coup, il écrit un jet extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez pu lire je pensais à Georges Brassens, parce que j'en ai un exemplaire des jeux d'épreuves de chansons, en fait. Si vous voyez le nombre de ratures, de flèches, c'est ça. Écrire, c'est un métier, c'est du temps, du travail. C'est un an de travail, 60% de recherche, bien souvent. Vous avez écrit, je confirme. Ouais, pour Jeu de peau, j'ai fait énormément de recherches, mais même pour Bestial et La Nuit des Fous. Mais ça fait partie ça fait partie du job, et 40% c'est sur de l'écriture, et comme disait Céline, il y a des jours sans, hein. C'est comme un peintre, il se lève pas un matin en disant aujourd'hui je vais faire un chef-d'œuvre. Il y a des jours on n'avance pas, où on va faire 2-3 chapitres, puis on va relire le lendemain. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Ah ben non. On est au travail et on n'en gardera rien. Voyez, c'est-à-dire que c'est pas, on attend d'être inspiré. Alors si tu attends d'être inspiré, ton livre, il prendra 10 balles et 10 ans. Mais c'est marrant parce qu'au fur et à mesure de... Je sais pas si toi ça te fait ça, parce que tu as écrit plus de livres que moi, mais je m'étonne moins maintenant. Alors je pense que je connais... Enfin, je suis bien rentrée dans les mécanismes, tu vois, qu'il faut utiliser, parce que évidemment on aime bien perdre le lecteur, enfin vous faire travailler les ménages et puis vous donner des fausses pistes, ça j'adore. C'est un peu le but du jeu, c'est un petit labyrinthe, c'est bien. Mais oui, c'est un an de boulot, et voilà, sur le 4e, là je suis en train de travailler sur le 4e, et donc je me surprends moins, c'est presque plus facile, ça me semble plus facile, et du coup ça me perturbe un peu. Alors je sais pas, du coup je vais faire appel à mon auguste expérience. Tu gagnes en efficacité, c'est-à-dire qu'il y a des pièges à la con dans lesquels toi tu tombes plus. Et donc tu gagnes en efficacité. Après, pour autant, il y a toujours, enfin moi en tout cas, à chaque livre que je rends, il y a toujours une pression de me demander si j'ai fait le job, c'est pire en pire en fait. Plus tu écris, plus le stress est présent au moment où tu remets ton manuscrit. Oui, parce que plus tu as commencé à conquérir un public, plus tu es en responsabilité vis-à-vis de ces gens. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est un peu comme si un contrat de confiance. Quand quelqu'un dit je vais acheter le dernier Dangean, s'il se dit ça... Déçu, en fait. Comment ? Il ne faut pas qu'il soit déçu. Voilà, c'est ça. Parce que s'il se dit ça, c'est qu'il m'a lu, il a aimé, et il connaît ma veine et ma patte, et il vient chercher quelque chose de précis. Et si je le déçois à cet endroit-là, c'est terrible. C'est un contrat de confiance qu'on
Qu'on perd. Ouais, voilà, exactement. Alors évidemment, il y a ceux qui vendent 300 000, 400 Mais 000. il y a des gens qui sont, enfin il y a Bon, des auteurs qui sont ils sont devenus pas des concernés. marques. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu commences à être une marque hein, quand même. Oui. Alors on parlera des Louvres du Polar. Ouais. La marque masculine est beaucoup plus Ouais. lucrative Oui, que bon, la bah, marque féminine. Alors. Un minier ou un tillier, effectivement, qui soit bon ou moins bon que les autres. Voilà, Oui. c'est quand même ces 100 000, 150 qui vont partir. Alors, donc vous êtes deux Louvres du Polar. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce collectif, pour quelles raisons il a été créé, à qui revient cette idée, comment vous en faites partie? Vas-y, Voilà. Ah bah non, c'est toi, nous Mais va le justement, faire. c'est intéressant. Moi, Comment j'en vous en parlerai faites après de. partie, Alors, Mais comment toi Moi, j'ai t'as- entendu parler du collectif. Il avait Ouais. été monté, il y avait un mois à peu près, un mois. Et je sais même plus comment j'ai dit. C'était pas le film Rejoignez la meute? Oui, c'est pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, je crois que j'en avais parlé à Cécile Cabanac. Ouais. On était en signature une fois. Elle m'avait émis cette idée. Puis donc, j'ai dû lui envoyer de mémoire un message sur les réseaux sociaux en disant bon, j'aimerais bien faire partie de l'aventure. Je trouve que la démarche est intéressante. C'est vrai que, pareil, dans ma bibliothèque, j'ai que des mecs. Et comment ça se fait? C'est un peu étrange quand même. Et elles m'ont accepté tout de suite. Et du coup, on fait des trucs vachement bien. Avec des libraires indépendants. Là, on est en train de monter un concours, les Louvres du Polar, avec Gibert. Un concours de nouvelles. Un concours de nouvelles, merci. Avec Gibert, Bipolar. Donc, chacune, on s'est dispatché le travail. On est super organisés. Il y en a qui s'occupent de tout ce qui est audiovisuel, producteur. On organise d'ailleurs une rencontre avec des producteurs le 28 mai. Il y en a d'autres qui s'occupent des librairies indépendantes. Il y en a d'autres dont Céline d'ailleurs s'occupe de scène, pardon pour la concurrence. Mais voilà. On fait aussi les vitrines du des Louvres en novembre avec des librairies aussi indépendantes et des groupes. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Maintenant, c'est vrai que ça devient une marque de confiance. Pour le coup, on revient sur la marque. Mais les lectrices apprécient. Je me souviens Quai du Polar l'année dernière où il y avait des bandes de filles qui venaient ensemble pour aller acheter des bouquins et qui étaient venues vers moi et qui m'avaient dit, bon, nous c'est simple, hein, tous les grands, on les connaît déjà. Donc nous, on va acheter que des femmes. Et puis si c'est une louve, c'est encore mieux. Voilà. Donc on commence à rentrer dans l'idée que déjà, on écrit super bien, hein, il faut se le dire. On est même parfois beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus incisive et vicieuse, entre guillemets, que parfois des auteurs masculins. Et voilà, pourquoi ne pas tirer notre épingle du jeu? Parce que, voilà, le genre polar n'a pas de genre. Hein, donc, ouais, c'est ça. Ouais. Après, voilà, la genèse des Louvres du Polar, donc c'est Sonia Delzongle et moi qui sommes et une autre Cécile, je pense, Cabanac. On a un salon comme on en fait, hein, on fait des salons du livre, du polar, etc. en France entière. Et on boit un verre et Sonia évoque le plafond de verre des femmes. Et je lui dis, mais de quoi tu parles? Elle me dit, mais enfin Céline, ça fait un moment que tu tournes maintenant. Regarde en salon combien on est et regarde en librairie combien de femmes sont mises en avant dans le genre polar. Vous aurez l'inverse en littérature, dans d'autres types de littérature, d'accord? Donc j'ai dit, mais c'est vrai, tu as raison, comment ça se fait? J'avais jamais réfléchi à ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et Sonia m'a dit, ben, je sais pas, à réfléchir. Et donc l'été arrive et je lance 4-5 messages sur les réseaux sociaux à des filles que je connais, des écrivaines de polar. Et je dis, mais voilà, les filles, avec Sonia Delzongle, on a eu telle discussion, avec Cécile aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, ça prend. Et puis c'est ça qui est chouette. Ça t'échappe même. Hop, les filles s'en saisissent. Et la proposition est faite de créer un collectif de créer un collectif qui s'appellera les Louvres du Polar, dont le but sera d'essayer de mettre en lumière la littérature féminine de polar en France. Que les écrivaines fassent partie ou pas du collectif, là n'est pas la question. De faire émerger la littérature féminine de polar français. Parce que vous n'aurez pas ce problème avec
les filles du Nord, vous n'aurez pas ce problème avec les filles anglo-saxonnes. Voilà, c'est vraiment très franco-français cette limitation. Et donc on a fait un film, une première vidéo qu'on a lancée sur les réseaux qui a fait le buzz, Ouais, c'est vrai. où on s'était filmé des écrivaines de polar, on s'était mis en situation, une vidéo un peu comique, qui mettait en avant notre énergie. Et bon, il faudra que vous la regardiez, elle n'est pas racontable. Et ça finissait sur les femmes aussi savent écrire du bon polar. Rejoignez la meute. Et en fait, Ouais, c'est ça, ouais. on a eu du coup beaucoup de demandes d'écrivaines qui ont voulu rejoindre. On est 30 maintenant. Voilà, on est 30 et on a fermé, hein, parce qu'on serait, Ouais. on serait 50. Mais au bout d'un moment, ça va devenir une multinationale. Disons qu'on a aussi on a réservé le collectif aussi à des autrices, tu m'arrêteras Non, si je me trompe, qui sont publiées non pas à compte d'auteur mais qui ont déjà une maison d'édition. On ne peut pas s'appuyer sur des partenaires libraires, sur des enseignes qui vendent du livre pour promouvoir le polar féminin français et rentrer des filles qui vendent leurs bouquins hors circuit librairie. C'est pas possible. Une auto-éditée par définition, elle fait tout en parallèle du marché de la vente du livre. Donc on ne peut pas s'agréger des partenaires et à la fois leur mettre à l'envers, entre guillemets, en rentrant des filles qui vendent directement leurs livres sur Amazon ou sur... C'est pas possible. C'est antinomique. Donc ça a été réglé assez vite. Ouais. Et puis après, par contre, on a une grosse diversité. Il y a des filles qui sont des toutes petites maisons d'édition, des filles qui sont dans les plus grandes maisons. Enfin voilà. L'idée, c'était surtout de mener des actions et de mettre en lumière le polar. Et ça marche plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est un boulot de dingue. Merci aussi aux libraires qui jouent le jeu vachement avec nous. Sur les vitrines des Louvres au mois de novembre, on fait aussi un concours de vitrines. Alors les libraires nous envoient des photos de la mise en scène de nos bouquins sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment une émulsion qui se passe. Et puis voilà, les gens nous soutiennent, c'est super bien, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est bien. Et les diffuseurs commencent à s'emparer et les représ, parce qu'un livre, vous disiez, c'est tout, vous savez, pour les 2 € qu'on touche. Mais un livre, les mots qu'il y a dedans, ils sont de moi. Mais après, il y a tout le reste. Il y a la fabrication, il y a le coût du papier, le coût du transport, il y a la personne qui fait la couverture, il y a l'éditrice qui vous accompagne pour corriger, il y a quelqu'un qui vient au magasin embêter le libraire en lui disant « Et le dernier d'Anjan, il tabasse, il faut vraiment que tu le commandes. Hein, nanana. Tu quoi 2 ? Non, tu vas m'en prendre 10, allez Jean-Marie. Tu la connais, Céline, tu vas les vendre, les 10 bouquins. » Vous voyez ? Et ces gens-là, c'est des gens qui travaillent et qui font qu'un jour, vous, madame, en rentrant dans une librairie, vous allez tomber sur mon bouquin et dire « Oh, ça a l'air pas mal, ça, et je l'achète. » Vous voyez ? Et il y a tous ces maillons intermédiaires qui fait qu'on existe. Et on n'existerait pas sans eux. Je ne dis pas qu'on est super bien payé. Je dis que il y a cette réalité, le coût d'un livre, il correspond. Que ça vous revient à 2 €, ben, il faut en vendre des livres. On est bien d'accord. D'accord. On est bien d'accord. Alors, Et sur un heureusement, poche, combien sur un poche, on est 60 centimes. Oui, c'est ça. Sur un poche. Ah bon, on a à peu près le même Ouais, pourcentage. voilà. Ouais, j'ai à peu près tout. Mais après, l'avantage, c'est qu'un poche, un format poche, ça dure. Ça reste en librairie, contrairement à un brochet qui disparaît au bout de 8-9 mois, quoi, on va dire, voilà. Et le poche, il est disponible en permanence, et plus vous avez écrit de livres, plus vous avez un fonds qui continue de vous rapporter, parce que chaque année, vos livres de poche se vendent du premier, La fille de Cali, au dernier, vous voyez. Donc, il faut avoir, plus on a de fonds, plus on cumule, on va dire, des chances d'avoir des revenus. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Mais vous avez raison, il faut en vendre beaucoup. Ben,